Bonjour Marlène Schiappa, Bonjour. Ministre déléguée à la citoyenneté. Merci d'être avec nous. C'est une semaine très importante puisque le projet de loi confortant les principes républicains a été présenté cette semaine. Vous diriez que c'est historique. Là, on a commémoré l'anniversaire de la loi sur la laïcité. C'est historique. Oui, je pense qu'on est effectivement à un tournant historique, en tout cas important, de l'engagement politique pour défendre la laïcité et pour lutter contre l'islamisme radical, puisque c'est l'objet de ce projet de loi qui vise donc à conforter les principes républicains avec un certain nombre de dispositions assez inédites que nous avons prises avec Gérald Darmanin et l'ensemble du gouvernement. Oui, il n'y a pas eu de recul. On avait appelé évidemment ce projet d'abord un projet de loi contre le séparatisme et puis finalement on a changé de nom. Il n'y a pas eu de recul? Non, il n'y a absolument aucun recul. Au contraire, ce projet de loi il est même plutôt plus ferme et plus clair que ceux qui étaient attendus dans les derniers mois. Donc en termes de sémantique, le président de la République a souhaité pouvoir s'adresser à l'ensemble des Français et utiliser un vocabulaire qui soit compris. Une grande partie de ce texte vise à lutter contre ces formes de séparatisme, mais une grande partie vise aussi simplement à conforter la laïcité, les principes de la République, l'égalité femmes-hommes, la liberté de culte, d'association dans la loi. Ce n'est pas évidemment une loi contre les musulmans. Non, ce n'est évidemment pas une loi contre les musulmans. Il y a des millions de musulmans qui vivent en France sereinement dans le respect le plus profond des lois de la République. On ne demande pas aux gens d'arrêter de croire ou d'arrêter de pratiquer leur religion. La liberté de culte, c'est d'ailleurs une composante de la loi de 1905 très importante. En France, on peut croire ou ne pas croire sans être inquiété pour cela. En revanche, nous voulons lutter contre cette idéologie qui précède à l'action terroriste, à l'action violente. Et cette idéologie, c'est l'islamisme radical. Oui, alors pour lutter contre l'islamisme radical, des mesures nouvelles. Là, par exemple, un accord avec l'Union européenne et le Parlement européen sur le retrait des propos terroristes sur les plateformes. On avait presque envie de vous dire, ça n'était pas encore fait. C'était encore possible de publier des propos terroristes sur les plateformes. Le travail qu'on mène avec les plateformes, c'est un travail de longue haleine parce que très souvent, on se heurte à des fins de non-recevoir d'un certain nombre de plateformes ou de réseaux sociaux. Donc c'était important qu'au niveau européen, ce sujet soit apporté. Thierry Breton, d'ailleurs, le commissaire européen, mène un travail important sur cette question de la régulation. L'idée, c'est évidemment pas de censurer les réseaux sociaux, mais c'est de faire en sorte que cette apologie du terrorisme, elle ne puisse pas perdurer en ligne. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons augmenté les moyens de Pharos, cette plateforme où on peut signaler ses contenus, qui désormais est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des policiers, des gendarmes, services de renseignement qui sont à pied d'œuvre avec les réseaux sociaux pour retirer ces contenus et surtout les identifier et les poursuivre. Oui, le délit de mise en danger d'autrui sur les réseaux sociaux. On a vu ce qui est arrivé au professeur Samuel Paty. Absolument. Ça, désormais, ce sera un délit véritablement. Alors, ce qu'on observe, c'est que maintenant, vous avez certains islamistes qui ne font plus des fatwas ou des appels au meurtre, mais qui donnent des informations. Sous-entendu, vous savez ce que vous avez à faire. C'est ce qui s'est fait pour Samuel Paty. Ce sont aussi les menaces dont sont la cible des journalistes, comme Zineb El Razaoui de Charlie Hebdo, par exemple, entre autres. Donc, nous créons un délit de mise en danger de la vie d'autrui par divulgation d'informations personnelles et familiales. Maintenant, quand quelqu'un dira voilà l'adresse personnelle de cette personne, voilà son code, voilà l'étage, voilà à quelle heure elle rentre chez elle et vous savez ce que vous avez à faire, eh bien cela pourra être poursuivi. Ça vient protéger des professeurs, ça vient protéger aussi des journalistes et un certain nombre de fonctionnaires et de personnes engagées dans le débat public. Oui, il y a la jeune Mila qui est menacée de mort et dans un lycée militaire et vient d'être expulsée de ce lycée militaire parce qu'elle aurait révélé l'endroit où elle se trouvait. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire qu'on est obligé de dissimuler ces gens qui sont menacés, on est obligé de les cacher? Une jeune fille ne peut pas être privée de sa scolarité et de son droit à suivre une scolarité parce qu'elle est menacée de mort. Sinon, c'est une forme de double peine. Donc moi, je suis très engagée dans la défense de Mila. Vous le savez, c'est moi qui ai procédé à l'article 40 au signalement au procureur dernièrement pour que les menaces dont elle faisait l'objet sur les réseaux sociaux cessent et soient poursuivies. Donc là, nous allons nous démener pour faire en sorte de pouvoir trouver une solution pour que cette jeune fille puisse suivre sa scolarité, sa formation et pouvoir puisse s'insérer. Oui, mais elle ne peut plus la suivre, cette scolarité, dans un lycée classique, j'allais dire. Alors moi, j'ai vu la lettre du père de Mila. J'ai demandé à ce qu'on me constitue un dossier très précis des faits, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit, parce que pour l'instant, je ne sais pas du côté de l'établissement scolaire ce qu'il en est. Donc il faut regarder ça avec beaucoup d'attention
Et nous, en tout cas, nous allons nous démener avec le gouvernement pour faire en sorte que Mila puisse suivre une scolarité le plus normale possible, même si les conditions ne le sont pas. Mais vous vous engagez à dire qu'elle sera protégée, quoi qu'il en coûte. Il y a des protections qui sont déjà mises en œuvre, que ce soit pour Mila ou pour un certain nombre de personnalités, de représentants religieux, de journalistes, comme l'imam de gens Chalgoumi, vous allez cet après-midi, je crois, Madame la Ministre, à Drancy. L'imam de Drancy est menacé de mort. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais un déplacement avec lui et avec d'autres grands leaders religieux au mémorial de la Shoah. Mon message, c'est d'abord de dire que la laïcité, ce n'est pas l'interdiction des religions, parce que le message est souvent caricaturé, d'une part. Et d'autre part, c'est de dire aussi qu'il est important qu'on ait un engagement uni pour la paix, contre l'islamisme, et on attend aussi cette parole forte de la part des leaders musulmans. Donc il nous appartient de soutenir ceux qui font cette démarche. Oui, alors donc vous luttez contre les mariages forcés, contre la polygamie, désormais, les gens se verront retirer leurs papiers. Oui. Tout ça existait déjà, tout ça a été puni par la loi. Il faut encore une loi nouvelle. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites par la loi et qui existent. Les violences conjugales, c'est interdit par la loi. Bon, c'est pas parce que c'est interdit par la loi que ça n'existe pas. Le trafic de drogue, c'est la même chose. Il y a 120 000 femmes qui vivent excisées en France. Donc sur le mariage forcé, par exemple, il y a 200 000 femmes, d'après le GAMS, qui est une ONG française qui travaille sur ces sujets, qui vivent au sein d'un mariage forcé qu'elles n'ont pas consenti en France. Donc nous, dans cette loi, nous renforçons les droits notamment des jeunes filles. Les ONG, les associations pourront signaler les mariages non consentis. L'officier d'état civil aura l'obligation de faire des entretiens individuels et de procéder à un signalement au procureur. On agit donc en prévention pour empêcher ces mariages forcés de se conclure. Oui, le voile pour les petites filles. Et là, il y a un amendement qui a été proposé. Vous y êtes, j'imagine, favorable. Est-ce que ça peut se faire ? Il y a un amendement, effectivement, de la députée Aurore Berger et du député Jean-Baptiste Moreau, qui appartiennent à La République En Marche, tous les deux, qui proposent d'interdire le voile pour les petites filles. Moi, philosophiquement, j'y suis bien sûr favorable. Je ne crois pas qu'une petite fille de 4 ans, il soit sain de la voiler pour tous les messages que cela envoie. Maintenant, est-ce que ça trouve cette place dans ce projet de loi particulièrement ? Je ne peux pas vous dire. Il faut qu'il y ait un avis du gouvernement et donc il faut un certain nombre d'échanges pour que le gouvernement se prononce sur ce sujet. Ouais, et les certificats de virginité, qu'est-ce qui va se passer ? Les médecins qui acceptent d'en faire se verront punis ? Mais moi, je crois qu'un médecin n'a pas à certifier la virginité d'une personne, que ce soit une femme ou un homme, et on ne le demande jamais aux hommes, au demeurant. Donc je crois que dans ce projet de loi, ce qui est important, c'est que nous allons interdire le fait de dresser des certificats médicaux qui sont sans rapport avec la santé de la patiente. Je crois qu'il n'est pas souhaitable que l'acte fondateur d'un mariage, ce soit que le fiancé ou la famille envoie tel un cheval à qui on irait vérifier les dents, envoie la jeune fille faire vérifier sa virginité par un gynécologue lors d'un examen et certifier sa virginité. Personne dans la République française ne doit avoir à justifier de sa virginité par un examen médical. Oui, la grande question au-delà de tout ça, c'est la laïcité au fond. C'est vrai, la laïcité, les signes religieux dans les services publics, l'école à la maison, la rendre obligatoire, cette école. C'est ce que ce projet oui, c'est important et c'est pour ça dès l'âge de 3 ans. Voilà, c'est pour ça que ce projet de loi, il renforce les principes de laïcité et de séparation des églises et de l'État, et notamment de la neutralité religieuse. Avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, nous avons, dans ce projet de loi, proposé d'étendre le principe de neutralité religieuse aux délégations de services publics et plus seulement aux fonctionnaires qui ont le statut de fonctionnaire. Ça veut dire que, par exemple, si une collectivité délègue la mission des transports à une entreprise privée, eh bien, les salariés de cette entreprise qui assurent une mission de service public devront aussi se soumettre à la neutralité religieuse pendant l'exercice de leur temps de travail. Oui, et puis les associations, vous avez eu cette phrase, vous avez dit plus 1 euro pour les ennemis de la République. Oui. Or, il y a je crois que vous l'avez cité aussi, par exemple, le maire de Grenoble, le maire écologiste, qui subventionnait jusqu'ici le CCIF. Mais vous savez, il y a 2 exemples. Il y a l'exemple des élus qu'on veut aider, comme le maire de Montpellier, M. Delafosse, qui est un maire courageux et qui a décidé de prendre une charte de la laïcité, mais des associations lui disent « vous n'avez pas le droit juridiquement ». Eh bien, fort bien, nous faisons rentrer ce contrat d'engagement dans la loi. Donc nous le soutenons. Et puis, il y a aussi les maires qu'il faut, pardon pour l'expression, aider malgré eux. Parce que manifestement, oui, à la ville de Grenoble, il y a de l'argent qui a été donné au CCIF. CCIF qui soutient les islamistes et qui a été dissous en Conseil des ministres récemment sur l'action du ministre de l'Intérieur. Donc il doit récupérer l'argent. Eh bien, il doit pouvoir se faire rembourser les subventions qu'il a manifestement
manifestement donné à cette association parce que oui, cette organisation ne respecte pas les valeurs de la République. C'est en tout cas ce qui nous est dit à cet égard. Donc je travaille pour ce contrat d'engagement qui définira les principes républicains et nous ne donnerons pas 1 euro d'argent public aux ennemis de la République qui n'ont pas à recevoir d'argent public. Chacun peut créer une association, la liberté d'association est préservée, mais on peut aussi créer des associations sans solliciter l'argent public, singulièrement quand on passe son temps à attaquer celle-ci. Oui. Vous diriez quoi? Il y a une sorte de clientélisme d'élus. Peut-être que certains sont qualifiés d'islamo-gauchistes dans la France insoumise, par exemple, qui, et d'ailleurs, dans un tweet, vous avez eu des mots très durs. Vous avez dit ce sont des antiféministes, des racistes. Vous avez employé ces termes. Ah, mais je les maintiens complètement. Vous les maintenez, par exemple, contre Jean-Luc Mélenchon Moi, je suis hallucinée de voir les propos tenus par l'extrême gauche dans ce débat dès lors qu'on parle de droits des femmes. Les droits des femmes, c'est pour tout le monde, ou pour toutes les femmes, ou pour aucune. Un droit qui n'est donné qu'à certaines femmes, ce n'est pas un droit des femmes. Donc vous avez en France des femmes qui ne seront jamais menacées d'excision, qui ne seront jamais menacées de mariage forcé, de polygamie, qu'on ne va pas déshériter parce qu'elles sont des filles, à qui on ne demandera jamais un certificat de virginité. Donc ces femmes-là, dont je fais partie, elles auraient des droits, nous serions privilégiés. Et puis de l'autre côté, il y aurait des femmes qu'on laisserait complètement aux mains, aux griffes de telle ou telle communauté radicale ou de telle ou telle dérive. Et elles, on se ficherait de savoir si elles sont excisées, si elles sont menacées de mariage forcé, de polygamie, si on exige d'elles un certificat de virginité. C'est raciste. C'est une idéologie raciste de considérer qu'il y a des femmes qui auraient des sous-droits des femmes et pour lesquelles on ne défendrait pas leur dignité humaine et leur intégrité physique. Donc oui, l'extrême gauche est raciste et elle est anti-féministe quand elle refuse de défendre les droits de toutes les femmes, y compris des femmes qui appartiennent à des minorités religieuses. Oui, et les féministes, on a reçu Elisabeth Badinter, la philosophe, qui disait que les féministes, on ne les avait pas entendus, beaucoup d'ailleurs sur l'affaire Mila ou sur d'autres affaires. Vous qui êtes féministe, Marlène Schiappa, qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus? Alors, je ne sais pas comment on désigne les féministes. Moi, en tout cas, effectivement, je me suis plus qu'exprimée, j'ai agi sur ces questions. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de groupes qui ont des indignations à géométrie variable, mais si vous voulez, à partir du moment où on est un groupe féministe qui, par exemple, s'était opposé au fait qu'on pénalise le harcèlement de rue, je crois qu'il y a plus grande crédibilité sur l'engagement féministe. Et ces mêmes groupes continuent en disant que c'est important de garder le certificat de virginité parce que c'est une belle fête. Je crois qu'on ne peut plus se qualifier de féministe dans ces cas-là. Oui, vous avez dit effectivement que la laïcité n'a jamais tué personne. Mais oui, on entend aujourd'hui des gens qui disent la laïcité, il y a des extrémistes laïques, voilà, il y a des militants, etc. Il faudrait l'adapter, la laïcité, il faudrait la revoir. Oui, il y a des extrémistes de la laïcité, donc il y a des extrémistes des valeurs de la République, donc des extrémistes de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Qu'est-ce que ça donne être extrémiste de la fraternité, être extrémiste de l'égalité, de la liberté, des valeurs de la République? Donc moi, je trouve ça ridicule qu'on renvoie dos à dos d'un côté des islamistes radicaux, qui est une idéologie qui a mené au terrorisme, qui a mené à décapiter un professeur à 17h en pleine rue, ou qui a mené à égorger 2 femmes en prière dans une église à Nice. On compare ces gens-là à des gens qui défendent farouchement la séparation entre les églises et l'État et la liberté de conscience et la liberté de culte. Ce n'est pas sérieux. Il n'y a aucune personne en France aujourd'hui qui menace de tuer qui que ce soit en criant « Dieu n'existe pas, je vais commettre un attentat ». Ça ne se produit pas. Oui. Donc je crois que c'est une inversion des valeurs que de faire croire que les gens qui défendent la laïcité et qui veulent défendre la liberté d'expression, le droit pour chacun de dessiner, de rire, d'aimer qui il veut, faire croire que ces gens-là sont le danger en France, c'est une grave manipulation. Et il peut y avoir des élus qui ont dit qu'ils n'étaient pas Charlie, par exemple, qu'ils ne pleuraient pas pour les morts de Charlie et qui peuvent être élus de la République. Il y a quelque part un danger pour la démocratie? Il y a plusieurs choses. D'abord, la liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Donc on peut aimer ou ne pas aimer Charlie Hebdo. Mais je crois que soutenir Charlie Hebdo, ça ne veut pas dire forcément aimer tout ou rire de tout. Moi, j'ai souvent été la cible de caricatures, de critiques, de moqueries dans Charlie Hebdo. Mais je me bats et je me battrai pour que Charlie Hebdo et toute presse qui caricature et qui se moque du gouvernement et des ministres puissent continuer à apparaître parce que c'est sain pour la démocratie. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Maintenant, je crois qu'il est aussi important de rappeler que les élus ont une responsabilité. C'est pourquoi, avec le ministre de l'Intérieur, dans cette loi, avec Gérald Darmanin, nous avons décidé de créer un principe de référé laïcité. Et si jamais il y a des délibérations qui sont prises en conseil municipal qui contreviennent à la laïcité, par exemple un maire qui dirait maintenant je veux que des repas religieux certifiés, etc., ou un maire qui dirait je ne veux que des livres religieux de ma religion dans la bibliothèque municipale, retirez-moi tous les livres scientifiques, eh bien le préfet pourrait casser cette délibération, faire un référé, et dans 48 heures à quelques jours qui suivent, cette délibération serait annulée par le juge. Oui.
Oui. Alors, est-ce qu'on peut rire, la liberté d'expression, on en parle, est-ce qu'on peut rire de tout, de toutes les manières? Il y a l'émission très populaire Les Grosses Têtes, animée par Laurent Ruquier. Il y a une association de journalistes LGBTI qui a écouté sur une vingtaine d'émissions et recensé 159 propos jugés par elle sexistes. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Vous savez, des proches disaient on peut rire de tout, et parfois on oublie la fin de la citation, parce que des proches disaient en vérité on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et donc c'est une phrase, je crois, qui convient pour chacun de méditer. Maintenant, la liberté d'expression, elle est grande, elle est garantie en France, elle n'est pas absolue. Nous n'avons pas le droit, sur ce plateau de télévision, de nous crier l'un l'autre des injures antisémites, des menaces de mort, ou de diffamer des personnes que nous nommerions. Est-ce qu'on peut faire des blagues sur les femmes, sur les homosexuels? Mais c'est pas, je crois pas que ce soit une question de faire des blagues. Je pense que la question, c'est à quel moment on respecte le cadre de la loi. Et donc faire des blagues, c'est autorisé par la loi. Ce qui n'est pas autorisé dans la loi, ce sont les appels à la haine. Par exemple, si par une blague, j'appelle à la violence ou j'appelle à la haine vis-à-vis d'une catégorie de la population, eh bien là, ça n'est plus autorisé par la loi. Donc il convient de regarder ce qu'il en est exactement. Donc il ne faut pas censurer forcément les grosses têtes. Vous n'êtes pas favorable à ça? Non, j'appelle pas à la censure de qui que ce soit. Moi, je crois que tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Et ensuite, comme je vous le dis, en fait, qu'est-ce qui fait? On parle beaucoup d'une expression, le vivre ensemble, sans savoir parfois ce qu'on met derrière. Mais ce qui nous permet en fait de vivre ensemble et de partager un même espace de vie, c'est qu'on se donne des règles communes. Ces règles communes, elles s'appellent la loi et elles sont décidées démocratiquement par les gens qui sont élus par le peuple souverain. Et donc dans ces lois, on a encadré la liberté d'expression en la garantissant très fortement, comme la liberté de la presse, mais en disant aussi qu'il y a des limites et qu'on ne se menace pas de mort, qu'on ne se crie pas des invectives antisémites, sexistes, racistes, qu'on n'appelle pas à la haine des gens qui nous regardent, etc., etc. Et vous avez dans votre gouvernement une ministre qui a beaucoup participé aux grosses têtes, qui est Roselyne Bachelot, qui a dit qu'elle avait ri aux grosses têtes, qu'elle continuerait de rire aux grosses têtes. Elle a dit à Jean-Jacques Bourdin ce matin, il n'y a pas eu mort d'homme ou de femme par rapport à ce qui est reproché aux grosses têtes. Donc vous riez, vous, aux grosses têtes, Marlène Schiappa? Moi, je ne suis pas une auditrice des grosses têtes. En tant que bobo, je suis une auditrice de France Inter. J'ai toute la caricature de la bobo gauchiste voilà, que j'assume. Oui, entre toutes les femmes. Voilà votre dernier bouquin chez Grasset, Marlène Schiappa. Là, on revient évidemment aux femmes. C'est des portraits incroyables. Hein. Ce sont des femmes qui ont échappé à Daesh, étaient esclaves sexuelles, sont des conductrices de camions. Ce sont des femmes qui vendent des fruits à même le sol au Burkina Faso. Vous avez rencontré toutes ces femmes. Vous dites que ce sont des rencontres exceptionnelles. Oui. Il n'y a pas de destin ordinaire, au fond. Exactement. Et ce que j'ai voulu dire à travers ce livre, c'est que souvent on me pose la question de savoir quelles sont les femmes qui m'inspirent. Et la réponse attendue, c'est toujours de citer une icône, une femme du passé. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer partout dans le monde, en Algérie, au Canada, au Burkina Faso, à Dijon, à côté de Toulouse, à Berlin, des femmes incroyables qui méritent d'être davantage mises en lumière. Et j'ai voulu braquer un peu les projecteurs sur elles, raconter leur vie et dire qu'il n'y a pas d'un côté les victimes et d'un côté les héroïnes. En fait, les trajectoires et les vies de femmes, elles sont beaucoup plus complexes que cela. Et je remercie toutes ces femmes, Nadia, Mercedes, Camille, toutes qui ont accepté gentiment de se confier et de confier à la fois des rêves et des espoirs, mais aussi parfois des douleurs ou des échecs. Oui. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Oui, parce qu'on aurait pu se dire que ce sont des destins, et malheureusement parfois tragiques, peut-être exceptionnellement tragiques, mais en fait non, ce sont des femmes qui parlent à toutes les femmes au fond. Exactement, Nadia Mourad qui a été esclave sexuelle de Daesh, on pourrait tenter de dire que c'est une victime, etc., mais elle a eu un prix Nobel de la paix et elle plaide maintenant pour les femmes yézidis à l'ONU par exemple. Et inversement, Valérie Jiménez que je suis allée rencontrer, qui dirige une grande entreprise de routiers, de camions et qui est très féminine et qui dirige ça, voilà. Je suis allée la voir pour parler de son entreprise et de son succès économique et dans l'entreprise. Et en fait, elle m'a parlé des violences sexuelles qu'elle a vécues quand elle était enfant et comment ça a nourri justement son parcours et peut-être aussi son ambition et sa trajectoire de vie. Donc c'est intéressant de voir que les femmes sont beaucoup plus subtiles et paradoxales que les portraits qu'on veut parfois en faire rapidement dans la presse. Oui, et puis finalement, en racontant ces destins de femmes, ça interpelle les hommes, parce qu'au fond, vous racontez les hommes aussi, parce on ne peut pas séparer les deux. Absolument, mais surtout, j'ai essayé de ne pas être manichéenne et d'être subtile. Et enfin, d'ailleurs, c'est pas que j'ai essayé, c'est que j'ai recueilli les paroles de ces femmes. Et en fait, dans les hommes, il y a à la fois des bourreaux, ceux qui ont proféré ces violences sexuelles, les hommes de Daesh, etc. Mais il y a aussi beaucoup de tendresse quand elles parlent de leur frère, l'une de son père qui l'a beaucoup aidée, plusieurs qui évoquent leur mari, Mercedes Serra, la publicitaire, qui a, elle, cette phrase d'indépendance féminine qui dit « La vie, ça peut pas être une boum dans laquelle on attend assise qu'un garçon veuille bien venir vous
inviter à danser. Et je trouve que cette phrase, elle est très belle parce qu'elle explique pourquoi elle a fait des choses toute sa vie sans forcément attendre de devenir une princesse qui irait au bal avec le prince charmant. Et je trouve que c'est un beau message d'indépendance. Oui, et ces femmes-là nous interpellent tous. Au fond, Absolument. elles nous donnent de l'espoir, peut-être aussi, parce qu'elles sont très, très fortes. Oui, elles donnent des touches positives. Je pense par exemple à Camille Emmanuel, qui est une journaliste qui a choisi comme spécialité la sexualité féminine. Et elle explique pourquoi, avec un peu de légèreté, on peut dire cette très belle jeune femme blonde qui a décidé de sillonner le monde, les clubs libertins, pour raconter comment les femmes vivent leur sexualité dans le monde. Et en fait, à la fin, on comprend que c'est aussi la compagne d'un dessinateur de Charlie Hebdo et qu'elle vit elle aussi menacée par des islamistes, et donc que ça prend tout son sens, cet engagement qui est le sien et qui est en fait beaucoup plus politique qu'il n'y paraît, de se battre pour la liberté sexuelle des femmes. Merci Marlène Schiappa. Ça s'appelle Entre toutes les femmes. Regardez, ces 11 rencontres exceptionnelles chez Grasset sont des témoignages absolument formidables. Il reste à vous remercier, Madame la ministre de la Citoyenneté, d'avoir été notre invitée sur TV5 Monde.